Bonjour, bienvenue à la deuxième conférence de notre semaine Mieux vivre avec un cancer du sang. Nous vous présentons aujourd'hui les perturbations du sommeil pendant et après les traitements. Dans cette présentation, Dr Caroline Arbour, infirmière, chercheur et professeur agréé à l'Université de Montréal, abordera les stratégies adaptées et applicables à votre quotidien pour améliorer la qualité de votre sommeil. Je me nomme Geoffrey Moll, je suis responsable des services à la communauté pour Montréal, Laval, la Montérégie et l'Outaouais à la Société de leucémie et lymphome du Canada et je serai le modérateur de cet événement en ligne. La présentation durera environ 60 minutes et comprendra une période de questions et réponses à la fin. Puisque vous êtes nombreux et en mode silencieux, nous vous invitons tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute à la fin. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que Dr Arbour ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne. Soyez assurés que si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera personnellement dans les jours suivant la présentation. Prochaine diapo. Nos responsables des services à la communauté sont là pour vous. Nous écoutons attentivement vos besoins, difficultés et préoccupations. Nous pouvons vous orienter vers des informations sur les cancers du sang et ou les traitements. Nous pouvons vous aider à prendre en charge vos soins et vous référer vers les ressources et les services disponibles à la SLLC ainsi que dans votre communauté. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Prochaine diapo. Nous vous invitons à consulter notre site internet www.cancerdusang.ca, cancer avec un S, pour trouver toutes les ressources nécessaires pour vous soutenir au quotidien. Notre objectif est de mieux servir la communauté et d'offrir une meilleure expérience. Des sections distinctes sont disponibles pour les proches aidants, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, pour les survivants, les personnes qui vivent avec un cancer chronique, etc. Prochaine diapo. À l'écran, vous pouvez voir quelques exemples de nos outils disponibles gratuitement. Vous trouverez des informations adaptées et validées par des experts sur les gestions des effets secondaires, des feuillets et des livrets sur les cancers du sang, sur les traitements et bien plus encore. C'est votre référence en matière de cancer du sang. Prochaine. Peut-être que vous connaissez déjà notre appli santé. C'est une ressource gratuite qui est disponible en français et en anglais et qui peut vous aider à naviguer l'expérience du cancer. L'application vous aide à suivre les effets secondaires, les médicaments, l'alimentation et le journal d'hydratation. Cette application permet également d'offrir des rappels de médication et comporte un planificateur de repas nutritifs ainsi que de nombreuses recettes pour vous aider à bien vous alimenter. L'aidant peut également avoir accès à l'application. Elle peut être téléchargée gratuitement sur les appareils Apple ou Android. Suivant. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Dr Caroline Arbour. Dr Arbour est infirmière et professeure agrégée à l'Université de Montréal. Elle est chercheure quantitative sur le sommeil au Centre d'études avancées en médecine du sommeil à Montréal. Ses travaux portent sur l'amélioration de la santé du sommeil et des services de soutien au sommeil pour les groupes de patients très vulnérables, y compris les survivants du cancer, afin d'optimiser le fonctionnement quotidien et la qualité de vie. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Dr Arbour. La parole est à vous. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est une première pour moi. Donc, je remercie Pascal Rousseau ainsi que la Société Leucémie et Lymphome du Canada pour l'invitation. Euh, donc, vous êtes en partie responsable des belles données que je vais présenter aujourd'hui et ça me fait plaisir de participer à l'événement. Sachez que si vous êtes un proche aidant, le contenu de cette présentation pourrait également vous intéresser et être bénéfique pour vous. Aider un proche atteint de cancer peut être difficile et votre sommeil pourrait en être affecté. Si vous rencontrez des problèmes de sommeil, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à l'équipe de soins qui s'occupe de votre proche. Donc, c'est important d'avoir un bon sommeil quand on est un proche aidant parce que ça nous aide là, dans notre fonctionnement au quotidien et ça nous aide à aider notre famille. Sans plus tarder, on va s'intéresser aujourd'hui au sommeil et on va se questionner d'une part à savoir pourquoi on dort. Donc, le sommeil est vraiment une activité récurrente qu'on accomplit à tous les jours et qui répond vraiment
à notre besoin, à plusieurs besoins au niveau de la santé physique, psychologique. Le sommeil nous aide également à prévenir certains problèmes de santé. Si on y va dans le plus spécifique, on sait que le sommeil nous aide à être vif d'esprit le lendemain matin, aide notre capacité à se concentrer, nous aide aussi à assimiler de l'information dans la mémoire. Si vous êtes quelqu'un qui fait de l'activité sportive sur une base régulière, le sommeil contribue à réparer les tissus, à rétablir notre niveau d'énergie. Le sommeil est également super important pour notre tolérance au stress quotidien, réguler notre humeur. Le sommeil renforce notre système immunitaire, nous rend plus robustes face à l'infection. Ça optimise la santé cardiovasculaire et ça nous aide aussi à adopter de bonnes habitudes de vie et à régulariser notre poids. Donc, le sommeil n'est pas banal. En contexte de cancer, on sait que le sommeil pendant et après les traitements contre un cancer, c'est quand même souhaitable puisque ça favorise l'appétit, ça l'aide également à la gestion de la fatigue et d'autres symptômes qui sont courants en contexte de cancer. Donc, on peut penser à la gestion des nausées et vomissements pendant les traitements. Donc, il y a des personnes qui développent des formes de douleurs chroniques à la suite des traitements, donc ça l'aide à la gestion de la douleur. Etc. Le sommeil favorise également la tolérance au traitement. Donc, une des particularités du cancer du sang, c'est que la trajectoire des traitements se fait souvent de façon cyclique et sur le long terme. Donc, il faut quand même être ressourcé pendant les pauses de traitement pour être capable de reprendre les traitements là, dans le temps. Donc, c'est important de bien dormir pour cela. Ça l'aide au contrôle de nos autres problèmes de santé ou nos autres conditions de santé parallèles. Donc, on peut penser aux gens qui souffrent également d'hypertension artérielle, de diabète, etc. Et ça renforce le système immunitaire et donc ça diminue le risque d'infection pendant les traitements, mais également après. Et il y a même des études qui montrent que le sommeil prédit d'une certaine façon la réponse au traitement antinéoplasique, prévient le rejet de greffe et puis est capable de prédire les risques de récidive. Donc, il y a quand même beaucoup de bénéfices à retirer d'avoir un bon sommeil en contexte de cancer. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que vous dormez suffisamment? Les lignes directrices actuelles qui sont non spécifiques aux personnes atteintes de cancer, c'est vraiment pour la population générale, mais de manière générale, les experts s'entendent pour dire qu'un adulte entre 18 et 64 ans devrait dormir entre 7 et 9 heures par jour. Et pour les adultes de 65 ans et plus, c'est un petit peu moins, là, donc 7 à 8 heures par jour. Bien entendu, si vous êtes un grand sportif et que vous dépensez beaucoup d'énergie dans la journée ou que vous êtes dans une phase particulièrement prenante de votre traitement, il se peut que vous ayez besoin d'un peu plus de sommeil dans votre journée pendant cette période-là de votre vie. Et en contrepartie, si vous prenez certains médicaments qui jouent un peu sur votre système de cortisol, bien, il y a des gens qui, pendant un certain temps, ont beaucoup, beaucoup d'énergie parce que leur niveau de cortisol est débalancé. Donc, il se peut que vous ayez besoin d'un petit peu moins de sommeil pendant cette période-là pour vous sentir revigoré. Mais de manière générale, on peut viser entre 7 et 9 heures là, de sommeil par période de 24 heures pour pleinement retirer les bénéfices du sommeil sur la santé. Dans notre cerveau, pendant la nuit, il y a plein de trucs qui se passent au niveau neurophysiologique. Donc, à partir du moment où on pose notre tête sur l'oreiller, il s'ensuit une série d'événements. Donc, qu'on appelle les stades de sommeil. Donc, dans la première partie du cycle du sommeil, on passe par l'entremise de 3 stades qu'on appelle le sommeil lent. Les 2 premiers stades sont plus légers, c'est-à-dire que c'est plus facile d'éveiller la personne qui est dans ces stades-là. On peut penser que c'est un sommeil un petit peu plus superficiel qui nous permet d'avoir une relaxation progressive des muscles et d'instaurer le sommeil progressivement. Ensuite vient un stade de sommeil qu'on qualifie de lent profond.
C'est à ce moment-là que la majeure partie de la récupération a lieu. Donc, pendant cette période-là, mon corps fait le nettoyage des toxines. On libère de l'hormone de croissance pour réparer les tissus, réparer les cellules. C'est également pendant cette période-là qu'il y a du transfert d'informations qui se fait dans différentes parties de mon cerveau pour consolider des apprentissages que j'ai faits pendant la journée. Donc, c'est une phase qui est très importante et qui mène vers une phase un peu particulière qu'on appelle le sommeil REM, ou le sommeil paradoxal, qui est une période durant laquelle je suis en inertie complète au niveau musculaire, donc je suis pratiquement paralysée, mais mon cerveau est dans une période d'activité électrique très, 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 très intense, et c'est à ce moment-là que mes yeux ont tendance à bouger rapidement sous mes paupières. Et cette période-là est la période de rêve, que peu de personnes se rappellent au réveil, mais qui a bel et bien lieu. Et pendant cette période-là, c'est comme la portion de la nuit où ce qu'on intègre un peu le vécu émotif de notre journée. Donc, pendant la nuit, on vit ce cycle-là, on passe au travers de ces différentes étapes-là entre 4 et 6 fois au cours d'une même nuit. Et ça nous mène vers le réveil du matin. Maintenant, en dépit de l'importance du sommeil, pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées, l'insomnie est le trouble du sommeil qui est le plus fréquemment rencontré en contexte de cancer du sang. En fait, on estime que jusqu'à 80% des personnes atteintes de cancer du sang, que ce soit du lymphome hodgkinien ou non hodgkinien, et également des receveurs de greffe, souffrent d'une forme d'insomnie pendant et après leur traitement. Une étude qui est actuellement menée au Québec et qui est financée par la Société de leucémie et lymphome du Canada indique que certains patients dorment aussi peu que 4 heures par nuit dans les premières semaines qui suivent un traitement contre le cancer du sang. Donc ça, c'est vraiment pas beaucoup. Et même 3 mois après la fin des traitements, la majorité des personnes vivent en moyenne 40 épisodes d'éveil ou de micro-éveil par nuit. Et ça, si on cumule toutes ces périodes-là, ça fait à peu près, en tout et partout, en moyenne 70 minutes d'éveil pendant la nuit. Donc, c'est vraiment, là, on voit que le sommeil est très perturbé en contexte de cancer du sang. L'insomnie, il faut savoir que ça peut se manifester sous différentes formes. Donc, les personnes peuvent rapporter des difficultés soit à s'endormir ou à rester endormies pendant la nuit. Certaines personnes se plaignent plutôt de se réveiller très tôt, donc vers 3h30, 4h du matin, avec une incapacité à se rendormir. Et enfin, il y a d'autres personnes qui rapportent plutôt dormir sur une durée suffisante, mais qui se réveillent le lendemain matin avec une sensation de ne pas avoir récupéré et avec des difficultés à rester réveillé pendant la journée. Donc, ça peut prendre différents formats. Sachez toutefois que si les symptômes se manifestent plusieurs fois par semaine, d'une façon ou d'une autre, et qui durent depuis plus de 3 mois, on considère l'insomnie comme étant officiellement ancrée et même considérée comme étant chronique. Et dans ce contexte-là, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin, votre équipe de soins, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour gérer la situation. En contexte de cancer du sang, il y a certaines personnes qui sont plus à risque d'insomnie. On sait que les femmes sont plus à risque, les personnes plus âgées sont plus à risque, les gens avec un diagnostic de lymphome non hodgkinien également, avec un stade plus avancé de cancer, et des personnes également qui sont en contexte de divorce ou de séparation sont plus à risque de vivre de l'insomnie pendant et après un cancer du sang. D'autres causes qui peuvent affecter votre capacité à dormir pendant votre trajectoire de soins. Bien entendu, si vous vivez des hospitalisations en cours de trajectoire, bien, ça influence immanquablement votre capacité à dormir. Certaines personnes ont des problèmes de santé qui ne sont pas liés au cancer, mais qui affectent leur capacité de bien dormir. Le cancer amène une panoplie d'autres problématiques connexes, des difficultés liées à l'emploi, au maintien des relations sociales, etc., des difficultés financières. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles
On a de la difficulté à trouver sommeil en contexte de cancer. Mais aussi, on a des habitudes et des comportements individuels qui font en sorte que des fois, ce n'est pas optimal ce qu'on fait pour bien dormir. Si vous êtes une femme ménopausée ou en périménopause, sachez que vous êtes également particulièrement à risque de difficultés de sommeil pour plein de raisons, notamment parce que vous êtes plus à risque d'éprouver des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur pendant la nuit ou en fin de nuit. Là. La ménopause fait en sorte également qu'on a plus de difficultés, on urine plus fréquemment, puis on a plus de difficultés à se retenir. Donc, on a tendance à faire plus d'allées-et-vient pendant la nuit pour vider sa vessie. Donc, si vous sentez que la ménopause a un impact sur votre sommeil, encore une fois, le message est d'en parler à votre équipe de soins parce qu'il existe des thérapies médicamenteuses qui pourraient vous aider à cet effet. Maintenant, quelles sont les conséquences d'un mauvais sommeil ou d'un sommeil non optimal? En fait, les études montrent qu'après une seule nuit de sommeil insuffisant, on a déjà des impacts sur notre façon de fonctionner le lendemain. On est plus fatigué, on a une baisse de motivation et d'énergie, bien entendu. On est moins apte à se concentrer sur des tâches, on est plus malhabile, à risque d'accident. On a plus de difficultés à tolérer le stress, on est plus à pic, on est plus à cran. La perception des symptômes est augmentée et également, on est plus à risque d'infection. Après plusieurs nuits consécutives ou même semaines de sommeil non optimal, là, on voit vraiment des effets sur la capacité de la personne à maintenir de saines habitudes de vie. Donc, on a tendance à compenser le manque de sommeil par on est moins actif, on a moins le goût d'aller s'entraîner, on a une alimentation qui a tendance à être plus riche en sucre raffiné. On essaie de compenser ce manque-là par d'autres types de stimulants. On est plus à risque de troubles neurocognitifs. Notre métabolisme est un peu débalancé. Donc, on a plus de difficultés à gérer notre poids. On a tendance à prendre un peu de poids. Notre système immunitaire est affaibli. Donc, on répond moins bien au traitement quand on est sous traitement. Et il y a même des études qui montrent qu'à long terme, un manque chronique de sommeil nous met à risque de mort prématurée pour plein de raisons, des problèmes cardiovasculaires, etc. Maintenant, quelles sont les options qui s'offrent à vous si vous éprouvez des difficultés de sommeil? Il y en a quelques-unes. Je vais vous parler des principales aujourd'hui. Il y en a certaines qui demandent que vous alliez consulter votre équipe de soins, puis il y a d'autres approches que vous pouvez d'ores et d'emblée appliquer dans votre quotidien sans l'avis d'une équipe médicale. Donc, les trois grandes approches pour traiter l'insomnie et les troubles du sommeil en oncologie, mais également de manière générale en santé. La première approche, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Ensuite, en deuxième intention, bien entendu, il y a les médicaments sur ordonnance. Et ensuite, il y a les interventions de faible intensité qui sont faites sur le mode de vie puis l'environnement à domicile. Et c'est cette dernière catégorie-là d'intervention qui peut être amorcée par vous-même à la maison, même avant de consulter votre équipe médicale et votre médecin. Si je prends la thérapie cognitivo-comportementale, c'est vraiment le traitement de première ligne pour le traitement de l'insomnie en oncologie. Donc, les experts s'entendent pour dire que c'est vraiment le traitement de choix. C'est une approche qui est non médicamenteuse et qui est hautement efficace. Donc, c'est un type de thérapie qui est administré par des psychologues ou des psychiatres dûment formés et qui est faite sous forme de protocole sur plusieurs semaines. Pour la plupart des personnes, ça prend entre 4 et 8 séances consécutives en raison de 1 fois par semaine pour voir un effet là, vraiment là, significatif et durable dans le temps pour l'insomnie. Et ce type de thérapie-là, la particularité, c'est qu'on va vraiment jouer sur les schèmes cognitifs. Donc, c'est-à-dire dans la façon que la personne envisage le sommeil, le gère dans son quotidien, comment qu'elle gère également l'anxiété,
dans son quotidien, comment qu'elle gère sa relation avec la chambre à coucher. Bref, ils vont toucher à plein de trucs qui pourraient influencer votre capacité d'avoir un sommeil récupérateur à votre domicile. Donc, vraiment, on veut changer la façon que vous pensez sur le sommeil et que vous envisagez le sommeil dans votre quotidien. C'est pour les raisons que c'est administré davantage par des gens qui sont formés en psychothérapie, parce qu'on va jouer avec on va jouer, c'est pas le bon terme, mais on va travailler, c'est le meilleur terme, sur votre capacité à envisager le sommeil dans votre quotidien. Les études sont très, très, très consistantes dans le domaine. Il y a des hauts taux de réussite associés à ce type de thérapie. Le nombre de séances peut varier selon l'ampleur de votre problématique avec le sommeil, mais ce qui est quand même le fun, c'est que les bénéfices sont maintenus à long terme chez la plupart des personnes. De plus en plus, on peut suivre la thérapie soit en ligne ou via une application sur votre téléphone cellulaire. Sachez que si vous cherchez les applications sur Internet, je vous conseille d'aller sur des sites qui sont reconnus par les associations de santé. Et souvent, ces applications-là sont pas tant spécifiques pour l'insomnie, mais ils vont beaucoup jouer sur l'anxiété, qui est un des facteurs incitatifs pour développer de l'insomnie. Donc, je vous en ai donné un exemple dans le bas de l'écran. Donc, il y a l'association Anxiété Canada qui a développé une application qui l'a validée auprès de différentes populations qui s'appelle MindShift. Cette application de thérapie cognitivo-comportementale se focus typiquement sur l'anxiété et elle peut être utilisée avant d'aller au lit le soir. Elle est disponible pour les appareils Android et iPhone, autant en anglais qu'en français, et c'est totalement gratuit. Ça peut valoir la peine de l'essayer. Pour les personnes qui veulent essayer ce type de thérapie-là en présentiel, le point négatif, c'est que bien que ça soit hautement efficace, ce type de service-là est peu accessible dans les milieux de santé courants, là, parce qu'il y a beaucoup de listes d'attente. Fait que c'est dur d'avoir accès dans un temps, un délai acceptable. Donc, il n'y a pas assez d'intervenants formés pour suffire à la demande. Également, un autre aspect qui est à considérer, donc les patients qui ne dorment pas depuis longtemps et qui sont très fatigués, ce type de thérapie-là, sur plusieurs semaines, des fois, est difficile à suivre. Donc, ces patients-là ont besoin de quelque chose là, qui leur demande moins d'efforts pour se remettre un peu sur le piton, comme on dit, parce que ce type de thérapie-là va vraiment vous demander de vous investir dans un traitement sur plusieurs semaines. Donc, il y a du pour, puis il y a du contre. Maintenant, comme deuxième ligne, pour certains patients, la thérapie cognitivo-comportementale, comme je vous le mentionnais, ben, ce n'est pas tant une option, pour plein de raisons, mais bref, ce n'est pas une option. Donc, dans ces circonstances-là, l'équipe médicale peut vous proposer un traitement médicamenteux dans le but vraiment de vous faire dormir pendant quelques jours, voire quelques semaines consécutives pour que vous soyez capable de vous rétablir un petit peu puis de retrouver un certain niveau d'énergie. Donc, la plupart des médecins vont envisager des traitements de type benzodiazépine ou hypnosédatif qui sont très efficaces pour favoriser l'endormissement et maintenir le sommeil pendant la nuit, parce que c'est la majorité des difficultés rencontrées là, en insomnie. Sachez toutefois que ce type de traitement-là est recommandé sur une période courte, c'est-à-dire que les experts recommandent de ne pas excéder ces traitements-là au-delà de 2 à 4 semaines, parce qu'en dépit du fait qu'ils soient très efficaces comme approche, les patients développent une certaine forme de dépendance, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables de s'en passer par la suite. Donc, les médecins vont souvent recommander de prendre ces substances-là sur le court terme, puis ensuite d'essayer de faire une transition vers des approches non pharmacologiques. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'on recommande à la majorité des personnes.
quand on parle d'approche non pharmacologique, oui, il y a la thérapie cognitivo-comportementale, mais si on n'y a pas accès ou on est trop fatigué pour suivre ce genre de traitement, on peut toujours appliquer des principes de bonne hygiène de sommeil dans notre quotidien. Ça fait de mal à personne, puis on peut appliquer ce type de principe-là tout le temps, peu importe où on en est dans notre stade de traitement, puis ça ne fait pas de tort au sommeil, même si ça l'améliore. Donc, concrètement, quand je parle d'hygiène de sommeil, de quoi je parle? Je parle de petits trucs, de pratiques au quotidien qui sont reconnus pour favoriser l'endormissement et le maintien du sommeil dans le temps. Donc, on parle de quoi? On parle d'établir un horaire de sommeil régulière. Donc, ça veut dire se coucher et se lever à la même heure tous les jours, y compris la fin de semaine. On va demander aux personnes de profiter de la lumière naturelle du jour autant que possible le matin ou en début d'après-midi et de réduire l'exposition à la lumière là, progressivement dans la journée et en soirée. Sachez que les lampes qui sont vendues en pharmacie là, sont très utiles dans nos mois qui sont moins ensoleillés. Donc, elles sont peu coûteuses et elles sont vraiment efficaces. Vous mettez la lampe là, sur la table quand vous déjeunez le matin, quand vous prenez vos courriels ou lisez vos nouvelles, etc. Et puis, une quinzaine de minutes le matin là, suffit à vous donner une certaine exposition à de la lumière. Vous n'avez pas besoin de regarder la lampe pour qu'elle soit efficace, simplement qu'elle soit près de vous est suffisant. On va demander également aux personnes de bouger davantage en journée, d'éviter la sédentarité. Donc ça demande de vraiment de se déconditionner, d'adopter une nouvelle façon de penser. Donc, de se forcer à aller prendre une petite marche, de vraiment, là, des fois, on n'est pas dans le beat, là, tout ça, c'est pas naturel pour tout le monde de bouger, là, mais là, il faut vraiment se forcer un petit peu. Tout ça pour améliorer nos chances d'être fatigué et apte au repos quand on arrive en fin de journée. Il ne faut pas hésiter à incorporer des techniques de relaxation ou de méditation en fin de journée, notamment pour atténuer le stress de la journée, puis se rendre frais et dispo pour aller dormir. Éviter la lumière bleue, donc l'exposition aux écrans, là, en bon français, au moins 1 à 2 heures avant d'aller se coucher. Puis ça inclut les appareils électroniques, là, nos téléphones, ordinateurs, tablettes. Donc, je sais que certains téléphones ont des options qu'on peut modifier le type de lumière là, pour que ça soit moins agressant, mais quand même, autant que possible, on essaie d'éviter cette exposition-là. On va éviter la caféine avant d'aller faire dodo. Donc, tout dépendamment de notre sensibilité à la caféine, certaines personnes doivent arrêter de consommer des produits caféinés jusqu'à 8 heures avant d'aller dormir. D'autres personnes, c'est moins. Donc, vous devez vous connaître et être à l'écoute de ça. Il faut également éviter les repas copieux, riches en gras saturés là, avant d'aller faire dodo. Là, le temps des fêtes arrive. Si jamais vous êtes invité à un souper raclette, puis le souper s'étire dans le temps, et voilà, là, ça finit plus. Donc, si jamais vous revenez à la maison, puis c'est pas passé entre 2 et 3 heures avant que vous ayez sorti de table, couchez-vous sur le côté gauche. Ça facilite la vidange gastrique, ça facilite la digestion pendant le sommeil. Et également, on va essayer d'éviter le tabac ou d'autres types de stimulants là, avant d'aller dormir. Pour ce qui est de l'alcool, donc l'alcool, ce qu'il faut savoir, c'est que ça favorise l'endormissement. Donc, on a l'impression qu'on s'endort bien sous l'effet de l'alcool. Mais en fait, considérant que le foie l'intègre vraiment là, progressivement pendant la nuit, les gens ont tendance à se réveiller dans le milieu de la nuit et à avoir de la difficulté à se rendormir quand ils sont sous l'effet de l'alcool avant d'aller dormir. Donc, on s'endort bien, mais on a un sommeil qui a tendance à être fragmenté, si je peux expliquer ainsi. Pour ce qui est de votre chambre à coucher, en fait, on veut autant que possible avoir une chambre qui est ordonnée et propre. Donc, on enlève les boîtes de déménagement qu'on n'a pas eu le temps de ranger. Là, on se fait une pièce qui est apaisante, ressourçante, qui nous ressemble où ce qu'on est bien.
On va essayer vraiment de maintenir, garder une chambre qui est aérée. Donc, si vous avez une fenêtre que vous pouvez entrouvrir pendant la nuit, c'est bien. Vous pouvez également utiliser un ventilateur. Donc, le ventilateur, ça nous garde une brise, mais également, il y a une espèce de son de sourdine qui est là, qui des fois parfois est bénéfique pour certaines personnes pour s'endormir. On va essayer de maintenir la chambre à une température de 18 degrés Celsius autant que possible. Donc, votre chambre, il faut qu'elle soit un peu fraîche, presque un peu frisquette, pour que vous ayez le goût de vous abrier. Euh, et voilà. Et garder la chambre le plus sombre possible. Donc, essayez, bien entendu, pas de lumière. Vous pouvez, vos rideaux, il faut qu'ils soient doublés pour cacher l'entrée de lumière. Si vous n'êtes pas capable de garder votre chambre complètement dans la pénombre, vous pouvez utiliser des cache-yeux, bien entendu, un petit masque de nuit, comme on dit. Les téléphones qui servent de cadran, enlevez les notifications sonores de votre téléphone, OK? Parce que, bon, c'est correct que vous ayez mis votre cadran, mais il ne faudrait pas entendre vos courriels rentrer pendant la nuit. Puis, je vous conseille également de tourner l'écran vers la table de chevet. Comme ça, si vous recevez des notifications, votre écran ne va pas s'allumer pendant la nuit et vous perturber. Certaines personnes sont très fragiles, très sensibles à la lumière. Juste de recevoir un petit peu un changement d'éclairage au niveau des yeux, c'est assez pour les stimuler puis les réveiller. On conseille également d'avoir une chambre qui est sans bruit autant que possible. Donc, il faut utiliser des bouchons. Si ce n'est pas possible pour vous, des fois, on a un partenaire de lit qui ronfle, donc il faut utiliser des bouchons, est un peu innovant. Vous pouvez également utiliser des rideaux occultants là, qui coupent le bruit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces rideaux-là fonctionnent d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas empêcher totalement le bruit d'entrer dans votre chambre. Là. Par exemple, si vous habitez sur une rue passante et qu'il y a un camion de pompiers qui passe, vous allez l'entendre passer, mais l'intensité du bruit va être atténuée. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand même un dispositif intéressant à intégrer. Pour les draps, essayez d'utiliser des draps avec du matériel qui respire et des têtes d'oreiller avec du matériel qui respire également. On parle de literie avec du coton, du lin, donc bref, tout le type de, de textile qui respire. Là. Donc ça peut être du bambou, donc des trucs comme ça là, qui peuvent être judicieux, y compris pour les madames qui sont au prix avec des bouffées de chaleur pendant la nuit. Maintenant, si vous vous réveillez la nuit et que là, le sommeil ne revient pas, voici quelques trucs sur quoi faire. L'important, c'est de ne pas commencer à être anxieux, de regarder l'heure. Là, on a tous vécu un jour ou l'autre une nuit, on a eu l'impression qu'on a regardé le cadran toute la nuit, puis on s'est réveillé le matin, puis on s'est dit, mon Dieu, j'ai regardé chacune des heures défiler, là. Mais il faut se retenir de ne pas regarder le cadran. Il ne faut pas prendre le temps de commencer à regarder notre téléphone. Là, donc, c'est ça. Parce que là, on s'expose à de la lumière d'écran, puis ça va être plus difficile pour nous de retrouver le sommeil. Il ne faut pas rouvrir les lumières. Si le, En fait, ce que les experts recommandent, c'est de rester dans le lit pendant une vingtaine de minutes. OK? Donc, vraiment, d'essayer de se reposer là, pendant 20 minutes. Si jamais le sommeil ne vient pas après 20 minutes, il faut sortir du lit puis faire une activité qui est calme, soit à la pénombre avec une lumière légèrement tamisée, là, mais très, très là. Puis quand on parle d'activité calme, là, c'est pas d'écran. Là. Donc, c'est de la lecture, de la respiration, de la relaxation musculaire, des mots croisés, quelque chose là, vraiment là, qui ne vous demande pas là, trop là, d'énergie. Et après, progressivement, le sommeil devrait revenir et puis vous allez vous recoucher. Maintenant, si vous êtes une personne qui éprouve particulièrement des difficultés à vous endormir, donc normalement, une personne qui a un bon sommeil devrait s'endormir dans les 5 à 10 minutes qui suivent le moment où elle pose la tête sur l'oreiller, puis même ça, c'est long, hein, je vous dirais. Là. Fait que si vous êtes une personne qui prend une demi-heure, 40 minutes avant de vous endormir, vous tournez en rond dans le lit, rien ne vous empêche d'essayer la mélatonine qui est en vente libre à votre pharmacie. Ce qu'il faut savoir avec la mélatonine, c'est que c'est un produit naturel qui est sécrété
de façon naturelle dans votre corps. Donc, peut-être que vous avez besoin d'un supplément pour vous donner un petit boost. La clé du succès avec la mélatonine, en fait, c'est qu'il faut être consistant pour avoir un effet bénéfique thérapeutique dans notre quotidien. Donc, vous pouvez commencer avec une dose initiale de 2 à 3 mg. Donc, la plupart des compagnies vendent les comprimés à ce dosage-là. Et vous pouvez augmenter progressivement jusqu'à 10 mg, mais sans excéder cette dose-là. Vous devez prendre le comprimé de 30 à 60 minutes avant d'aller faire dodo de manière consistante à tous les jours. Donc, il faut maintenir la même heure de coucher, la même heure de lever à tous les jours, y compris la fin de semaine, et prendre le comprimé 30 à 60 minutes avant d'aller faire dodo. La mélatonine n'aura aucun effet si vous ne faites pas de combinaison avec des méthodes de bonnes habitudes de sommeil. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez une mélatonine et puis que vous consultez votre iPad dans l'heure qui précède le dodo, bien, probablement que la mélatonine n'aura pas vraiment d'effet. Donc, il faut vraiment que ça s'inscrive dans une hygiène de sommeil vraiment là, bien assimilée dans le quotidien. On demande aux personnes de l'essayer pendant au moins 3 semaines de manière consistante, OK? Puis d'aller parler aux pharmaciens si on trouve qu'il n'y a pas trop d'effet. Peut-être qu'on pourrait augmenter un petit peu la dose. Mais sachez qu'il n'y a pas de contre-indication pour un usage prolongé. Il n'y a pas d'effet nuisible pour la santé à long terme. Donc, ça vaut la peine de l'essayer. Si jamais vous l'essayez puis ça vous aide pendant plusieurs semaines, peut-être que vous êtes rendu à 6 semaines, 8 semaines, etc., puis ça va bien. Puis à un moment donné, vous ressentez une diminution de l'effet. Peut-être que votre corps, il y a une certaine tolérance qui s'est faite pour X ou Y raison à cause de la façon que vous métabolisez la molécule. Donc, on va demander aux gens de diminuer la dose pendant quelques jours et de la reprendre au dosage qui était thérapeutique. Donc, c'est ça. Mais ça, vous pouvez en parler à votre pharmacien. Ils sont clairement outillés pour vous informer sur la mélatonine. Et puis, pour certaines personnes, ça fonctionne très bien, surtout les personnes qui ont des difficultés à s'endormir. Maintenant, les siestes. Donc, quand on suit des traitements pour un cancer, on est fatigué. Même après les traitements, on est fatigué en journée, etc. Donc, on est peut-être plus enclin à faire des siestes. Puis les siestes, en fait, il faut être un petit peu judicieux pour tirer pleinement profit des siestes. Donc, les études montrent que la durée idéale pour tirer le plus de bénéfices d'une sieste sur le plan de l'énergie, du sentiment d'être revigoré, la sieste idéale dure entre 10 et 20 minutes, pas plus. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, plusieurs d'entre vous ont certainement entendu parler de l'expression power nap, là, mais c'est vraiment ça un peu la philosophie. Donc, les siestes devraient se faire en fin d'avant-midi ou en début d'après-midi. On essaie d'éviter de faire des siestes après 15 heures. Et également, pourquoi qu'on veut une sieste qui est courte? Parce que si on excède une sieste qui va au-delà de 25 à 30 minutes, notre cerveau a tendance à tomber dans des cycles de sommeil plus profonds. C'est plus difficile pour nous de se réveiller puis d'être vraiment vif d'esprit. Il vous est probable, vous avez probablement déjà expérimenté avec une sieste longue. Donc, ça m'est déjà arrivé, là, bon, j'étais fatiguée, j'ai fait une sieste de 1 heure et demie, voire 2 heures, là, et voilà. Puis quand je me suis réveillée en fin d'après-midi, je me sentais, premièrement, désorganisée un petit peu, désorientée, puis j'avais de la misère à reprendre le rythme de ma journée. Même, je me sentais plus fatiguée que quand je me suis couchée. Et c'est parce que ma sieste était trop longue. J'étais rendue dans des stades de sommeil trop profonds. Donc, la sieste, vous pouvez en faire 1 à 2 par jour, en autant qu'elle soit courte, en fait. Autant que possible, essayez de faire la sieste dans votre chambre à coucher. Mais si ce n'est pas possible parce que vous êtes pour X, Y raison, choisissez bien entendu un endroit calme et confortable. Et une des façons de s'assurer qu'on ne dépasse pas le temps de sieste optimal, c'est d'utiliser un réveil. Donc, moi, quand je fais ma sieste, je prends mon téléphone, je programme 20 minutes, il y a une alarme qui sonne dans 20 minutes, je sais que je ne vais pas excéder ce temps-là. Donc, c'est un petit truc. Maintenant, la fatigue, j'ai comme l'impression que je n'ai pas le choix d'en parler parce que
En contexte de cancer, la fatigue est omniprésente, puis elle est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on a une fatigue émotive, physique, également cognitive. Donc, c'est multidimensionnel. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la fatigue est un peu, oui, elle est liée au sommeil d'une certaine façon, mais elle peut aussi exister de manière indépendante. C'est-à-dire que c'est comme il y a des personnes qui ont un très bon sommeil puis qui sont très fatiguées dans le quotidien. Puis à l'inverse, il y a des personnes qui ont un mauvais sommeil, mais qui ne sont pas tant fatiguées dans le quotidien. Fait que, je veux dire, oui, il y a une certaine association, mais quand même, là, la fatigue peut exister sans difficulté de sommeil. Ce qui est important quand on éprouve la fatigue, qu'elle soit oui ou non reliée au sommeil, puis je sais qu'il y a des ressources pour la fatigue, là, vraiment, là, sur plein de sites, là, euh, c'est de repenser la façon qu'on dépense notre énergie dans la journée. Il faut être capable de repenser pour être capable de se préserver à certains moments pour être mieux capable de s'engager dans d'autres. Donc, on va demander aux gens de revoir leur planification de tâches et d'activités, puis de peut-être planifier les activités pour lesquelles elles ont besoin de plus d'énergie ou qui leur tiennent plus à cœur, les mettre le matin ou ce qui sont le plus ressourcés et peut-être de prévoir des activités moins intenses en fin de journée au moment où ce que la fatigue s'est accumulée, qui sont moins aptes à entreprendre des tâches plus demandantes. On va essayer aussi de prévoir des périodes d'alternation activité-repos. Donc, il y a certaines personnes qui vont prévoir leur horaire avec des périodes d'activité physique suivies d'une sieste, justement, pour après reprendre leur journée. Donc, ça, c'est propre à chacun de trouver la formule gagnante, mais le but, c'est d'être capable d'organiser sa journée pour optimiser ce qu'on a à faire. Des fois, c'est des petits trucs comme s'asseoir pour faire certaines tâches au lieu d'être debout. Donc, il y a certaines personnes qui commencent à cuisiner assis s'ils le peuvent, hein, et c'est quelque chose qui peut être fait. On peut diminuer ou éliminer les activités qui sont moins importantes. C'est pas facile au début, mais des fois, c'est quand même salutaire comme exercice. Ne pas hésiter à demander de l'aide. On a de la difficulté à demander de l'aide, mais en fait, on n'a pas le choix à un certain moment. Puis, vraiment se questionner là, dans ce que j'ai à faire aujourd'hui ou cette semaine, là, est-ce qu'il y a des activités coup de cœur qui me donnent de l'énergie, qui me ressourcent? Puis, celles-là, il ne faut pas les couper, il faut les intégrer, il faut les prioriser dans notre horaire. Maintenant, si pendant votre trajectoire de soins, vous êtes hospitalisé, ça arrive souvent, sachez qu'il y a 70 des personnes hospitalisées qui n'ont pas un bon sommeil. Ça ne vous étonnera pas si ça vous est arrivé. En fait, on estime qu'on dort en moyenne 83 minutes de moins par nuit à l'hôpital qu'à la maison. On se réveille à peu près 44 minutes plus tôt et on a beaucoup plus d'éveil nocturne. Les raisons qui affectent le sommeil à l'hôpital, bien entendu, on a des symptômes. Souvent, si on est hospitalisé, c'est parce qu'on est quand même mal en point. Le stress de l'hospitalisation, on a des procédures pendant la nuit, on est indisposé par le personnel qui rentre et qui sort, qui prennent nos signes vitaux. Souvent, on a un soluté qui coule en continu, ça augmente notre besoin d'uriner. Le lit, les oreillers ne sont pas tant confortables, malheureusement, puis on ne peut pas contrôler l'ambiance de la chambre. Donc, si on a un partenaire dans la chambre, le bruit, les lumières, donc il y a plusieurs facteurs. Également, notre condition physique, les médicaments qu'on reçoit peuvent affecter notre sommeil. On n'a pas notre routine comme à la maison. C'est stressant d'être hospitalisé. Comme je vous disais, on ne contrôle pas l'environnement du tout de l'hôpital. Des fois, on est sur un type d'unité, puis il y a des patients agités qui crient. Donc, c'est vraiment, là, on ne contrôle pas. Et bien entendu, quand on est hospitalisé, on a tendance à beaucoup dormir dans la journée. Puis là, la nuit, on se retrouve, on n'a plus envie de dormir. À l'hôpital, ce que vous pouvez faire, vous pouvez quand même essayer de vous exposer à la lumière naturelle, même si c'est sur le bord de la fenêtre. Donc, ça peut vous aider. On va essayer de manger à des heures régulières, mais ça, on est un peu dépendant du personnel soignant qui nous amène les plateaux. Vous devez continuer à surveiller la durée de vos siestes. Donc, mettez un cadran, même si vous êtes à l'hôpital. Il ne faut pas excéder 20 minutes. Si vous pouvez, demander au personnel qui ajuste la température de la chambre.
Vous devez aller aux toilettes avant d'aller au lit. Demandez au personnel s'ils peuvent enlever votre soluté pendant la nuit. Donc, on a tendance, comme personnel, là, je sais, je suis infirmière, là, de garder soluté toute la nuit, mais les patients, ils n'en ont pas tant besoin d'être hydratés là, pendant la nuit. Là. Fait que des fois, juste d'enlever soluté, ça évite de se réveiller plusieurs fois pour aller aux toilettes. Si vous avez de la douleur, n'hésitez pas à demander un analgésique avant d'aller faire dodo. Amenez vos bouchons. Amenez également votre oreiller. Les oreillers d'hôpitaux ne sont pas très confortables. Vous pouvez amener votre oreiller de la maison. Vous le laverez à la maison. Donc, ça nous permet de mieux dormir. Donc, maintenant, je suis rendue à l'étape de prendre vos questions. C'est ça? Oui, ben, merci beaucoup, Dr. Arbo, pour cette présentation. C'était vraiment intéressant. Effectivement, c'est maintenant l'heure de notre période de questions. Donc, pour rappel, comme mentionné en introduction, on vous invite à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Et notez que Dr. Arbo ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne, mais soyez assurés que si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera personnellement dans les jours suivant la présentation. Alors, on a reçu quelques questions, des questions en avance et puis des questions en direct. On a parlé de mélatonine et du fait que c'est déjà une hormone qui est naturelle dans le corps. On a quelqu'un qui demande est-ce que le taux de sécrétion de mélatonine peut être réduit ou affecté chez les gens qui ont un cancer? C'est une excellente question et en fait, je le sais pas. Donc, il faudrait que j'aille voir. En fait, je sais, et là, je vais dire ce que je sais, puis en fait, ce qu'on peut faire, c'est que je peux trouver la réponse pour la transférer Oui. éventuellement, mais euh, ce qu'on sait pour la mélatonine, c'est que prendre de la mélatonine sur une base régulière, ça l'aidera à l'endormissement, puis à long terme, ça aurait même un effet protecteur contre certains types de cancers. Mais à l'inverse, parce que là, c'est ce que l'auditeur demande, est-ce que quand j'ai un diagnostic de cancer confirmé, est-ce que ça débalance mon taux de sécrétion de mélatonine? Potentiellement, parce qu'écoute, ça ne m'étonnerait pas, en fait, Hmm. mais je ne le sais pas à coup sûr. Je sais par contre que le cancer est selon le type également de traitement antinéoplasique que vous recevez un autre élément la courbe naturelle de cortisol, qui est un autre élément qui influence notre capacité de dormir et l'énergie. Ça, par exemple, c'est vraiment affecté par le cancer et ses traitements. Ça, je peux vous le dire. Mais pour la Hmm. mélatonine, je ne sais pas par rapport si ça change la métabolisation. Je vous dirais que les études ne le montrent pas, fait que le dosage de la mélatonine devrait être ce qui est Similaire. prescrit par la population usuelle. Là. D'accord. Merci. Euh, on parle de troubles de sommeil qui peuvent durer combien de temps après la fin d'un traitement de chimiothérapie, à peu près? Bon, Évidemment, ça là, dépend en des fait, personnes, j'imagine. ouais, en fait, ça peut varier grandement. La période la plus intense pour les troubles du sommeil en contexte de chimiothérapie, peu importe le type de cancer, euh, donc, c'est vraiment pendant les cycles de traitement et je vous dirais pendant les premières semaines après l'arrêt des traitements. OK? Donc, je vous dirais que la majorité des personnes ont des difficultés de sommeil vraiment pendant les traitements actifs, puis dans les semaines qui poursuivent. Mais on a à peu près presque une personne sur trois, une personne sur quatre qui maintient des difficultés de sommeil dans le temps, c'est-à-dire même 3 mois, 6 mois après avoir arrêté la chimiothérapie, ils ont encore des difficultés avec leur sommeil. Donc, on a un noyau dur de personnes qui euh, demeurent avec des difficultés de sommeil. Puis quand ça perdure dans le temps, les études montrent que ça n'a pas tant à voir avec les effets résiduels de la chimio, mais c'est beaucoup en lien avec la capacité que la personne a de gérer son stress et son anxiété. Donc, si jamais vous êtes une personne qui a eu des traitements de chimiothérapie, vous avez eu de la difficulté à dormir pendant les traitements de chimiothérapie, ça ne s'est pas amélioré dans les semaines qui suivent, n'hésitez pas à en parler à votre médecin et votre équipe médicale parce que
la majorité du temps, ça n'a plus tant à voir avec le traitement de chimio, mais c'est d'autres choses qui font en sorte que vous éprouvez de la difficulté à vous endormir. Puis ça peut être adressé vraiment directement par la thérapie cognitivo-comportementale, la médication à court terme ou même des stratégies d'hygiène de sommeil. Donc, il faut en parler. Merci. On a quelqu'un qui nous dit qu'elle utilise un appareil CPAP et dit qu'elle devrait peut-être apporter des modifications à l'appareil parce que l'utilisation fait du bruit et le bruit dérange pour dormir. Ça, il faut regarder avec votre inhalothérapeute pour les paramètres de votre CPAP. Donc, il faut continuer à utiliser le CPAP parce que, bon, bien entendu, si vous avez un CPAP, c'est parce que vous faites de l'apnée du sommeil. Euh, mais il faut vraiment, là, pour les paramètres, ça dépend du type d'appareil, de la marque de l'appareil que vous avez, etc. Donc, peut-être que votre inhalothérapeute peut vous recommander des appareils qui sont moins bruyants. Sinon, ben, temporairement, le temps d'avoir accès à soit un autre appareil ou changer les réglages, mais essayez d'utiliser des bouchons, OK, pour atténuer le bruit ambiant. OK, donc ça, peut-être que ça pourrait vous aider. Mais donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez regarder avec votre inhalothérapeute qui s'occupe de votre dossier. Merci. Une question intéressante. Est-ce que l'on peut utiliser le CBD pour aider le sommeil et pour remplacer la mélatonine? Excellente question. Donc, toutes les cannabinoïdes, peu importe la forme, c'est très complexe. Le cannabis et le sommeil, c'est vraiment, j'aurais pu faire une présentation complètement distincte là, de 45 minutes là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous dirais que si vous êtes un utilisateur depuis peu de temps, OK, de CBD, dans la plupart des cas, le CBD va aider au sommeil. Sachez toutefois que si vous êtes un utilisateur chronique, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous utilisez du cannabis sous différentes formes, etc., euh, ça peut valoir la peine d'aller voir votre pharmacien puis d'expliquer ce que vous prenez comme cannabis parce que selon la constitution de la substance que vous prenez, c'est-à-dire le dosage de THC versus CBD, il y a certaines compositions qui sont aidantes pour le sommeil, puis il y a d'autres compositions qui n'aident pas beaucoup le sommeil. Donc, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que euh, parfois, là, souvent, là, je veux dire, les produits à base de CBD sont aidants pour le sommeil si on est un utilisateur, un nouvel utilisateur. Mais ce qu'on sait, c'est que si, par exemple, vous consommez du cannabis en inhalation et que vous mélangez avec des substances à base de CBD, cannabinoïdes, là, des gélules, etc., là, peu importe, ben, à un moment donné, ça se peut que ça soit un petit peu contre-intuitif comme dosage. Donc, n'hésitez pas à parler avec votre pharmacien, expliquer ce que vous prenez comme produit de cannabis sur une base quotidienne. Puis eux autres, qui ont accès à tous les dosages, là, ils savent à peu près, bon, selon la composante de telle molécule, s'il y a une prédominance de THC ou de CBD, si vous êtes un utilisateur ponctuel ou chronique, qu'est-ce qui peut être aidant ou pas. Mais comme je vous dis, l'univers du cannabis et du sommeil, c'est extrêmement complexe. Donc, je n'ai pas de réponse comme ça parce que je n'ai pas de détails sur la molécule que vous parlez. Mais votre pharmacien peut vraiment vous aider là-dessus. Il a accès à une panoplie de données, là. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les consulter. C'est intéressant. On pense pas toujours à parler de cannabis à son pharmacien, mais c'est intéressant comme suggestion. On a parlé ménopause. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si notre insomnie est en lien avec la ménopause ou avec le cancer? De faire la distinction. Ouais. En fait, ben, la ménopause, d'habitude, quand on a vraiment des symptômes nocturnes de ménopause, donc on parle de bouffées de chaleur, on parle de sueur nocturne, on parle également de palpitations. Donc, les symptômes qui sont en lien avec la ménopause, c'est des symptômes qui sont vraiment liés avec votre système nerveux autonomique. Donc, c'est ça, comme je le dis, là, sueur nocturne, palpitations, chaleur. Puis là, à un moment donné, là, les gens vont se mettre presque à faire une crise de panique, là. Donc, ça, c'est vraiment, c'est votre ménopause, c'est pas le cancer. La difficulté qu'on a à s'endormir ou à rester réveillé dans la nuit, les personnes, qu'est-ce qui est plus spécifique au cancer? C'est la capacité, là, on a tendance à ruminer, là, le fameux hamster là, qui lâche pas, notre capacité de gérer le stress
Euh, donc, ça, c'est vraiment typique au cancer, là. Je ne vous dis pas que les madames ménopausées ne sont pas anxieuses, là, mais mettons là, que j'aurais à faire une coupure chirurgicale, là, je dirais que si vous avez des symptômes qui montrent que c'est votre système nerveux autonome, là, ben ça, c'est vraiment la ménopause. Puis la capacité à gérer le stress, c'est plus le cancer, je veux dire. Hmm, parfait, merci. Et je vais poser une dernière question qui va être intéressante pour tout le monde. Est-ce que vous avez besoin de survivants pour poursuivre vos recherches? Et si oui, comment on fait pour être dans vos listes? Bien, en fait, oui, on en a toujours besoin. Donc, en fait, ça dépend. Mais là, en fait, c'est que mes projets de recherche sont dans des centres spécifiques. Fait que ça dépend, vous êtes où, c'est où vous recevez votre traitement, Hmm. puis tout ça. Fait que, en fait, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que je ne sais pas, j'ai du droit de donner mon courriel pour qu'ils m'écrivent. Je ne sais pas, parce que si vous faites partie d'un des centres où ce que je fais mon étude, ben oui, vous pouvez faire partie de nos études, mais je ne sais pas dans quel centre vous êtes affilié, là, donc c'est difficile pour moi. Je Euh, pense que on peut dire que si les personnes sont intéressées, vous pouvez nous écrire à la SLLC, ben soit en oui. répondant au courriel d'invitation à cet événement, soit en allant sur notre site internet, puis on vous mettra en contact avec Dr. Arbour. Est-ce que ça vous va? Parfait. Excellent. Donc, on va finir avec les prochaines diapos. Merci, Oui. Dr. Arbo, pour ces belles réponses et merci aux participants qui ont posé des questions vraiment très pertinentes. Notre événement Mieux vivre avec un cancer ne fait que commencer encore. On a eu un événement ce matin et cet après-midi. Nous vous invitons pour les prochaines présentations. Demain, à 11 heures, nous avons Mieux vivre avec une douleur persistante. Demain encore, à 14 heures, nous avons Vivre avec un cancer chronique, gérer les défis au quotidien. Mercredi 22 novembre à 11 heures, on parle du soutien pour les proches aidants. Et finalement, le jeudi 23 novembre à 15 heures, on parlera de la médecine intégrative pour une vision globale de la santé. Prochaine diapositive. Voilà. Et en décembre, nous avons deux autres événements différents qui font pas partie de la série Mieux vivre avec un cancer du sang. Nous avons Zoom sur l'expérience du traitement CAR-T le 4 décembre à 18h30 et les nouvelles directives, les nouvelles lignes directrices, dans le traitement de la LLC, la leucémie lymphoïde chronique, le 5 décembre à 16h. Pour vous inscrire pour l'un de ces événements, vous pouvez visiter le site www.cancerdusang.ca. Prochaine. Cet événement a été rendu possible grâce au soutien de AbbVie, AstraZeneca, Beijing, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Jazz Pharmaceutical et Kite Gilead Company. Suivante. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources et ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou en composant le 1 833 222 48 84. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera aussi envoyé après cette présentation. Merci de prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier les événements futurs. Merci beaucoup, Dr. Arbor. Merci à tous les participants et participantes. Et prenez bien soin de vous et à très bientôt.